Pourquoi et comment vous êtes-vous intéressé à la science? Je pense que j'ai toujours été intéressé par les sciences et plus particulièrement par les mathématiques. Bon, j'aime bien aussi la physique, la biologie, la chimie un peu moins, je sais pas pourquoi. Et c'était quelque chose de très naturel et mon attrait pour les mathématiques, je l'ai vraiment toujours ressenti très profondément. Je me souviens quand j'étais tout petit que je comptais, donc je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans, je comptais dans ma tête et j'étais un peu étonné de la façon dont on passait d'une centaine à l'autre, parce que quand on arrive à 130, déjà on est dans la deuxième centaine et ça me semblait étrange, donc il fallait que je mette un peu les choses en place dans ma tête. Et puis plus tard, après, en plus des maths qu'on faisait au lycée, j'aimais bien faire d'autres choses. Et en particulier, il n'y avait pas de cours de probabilité. Et j'étais fasciné par les dés, parce que je jouais avec mon grand-père aux dés. Et donc je voulais comprendre pourquoi, quand on lance 2 dés, le 8, je crois, et la combinaison, c'est le 7 qui est la combinaison la plus probable. Je voulais bien comprendre pourquoi. Donc je comprenais vaguement le raisonnement, mais après je faisais un test. C'est-à-dire, en fait, je lançais un très grand nombre de fois les dés, et puis je regardais, effectivement, je tombais sur une sorte de courbe de Gauss, là, comme c'est bien connu. Et donc ça me rassurait. Et ce type d'expérience très concrète, tout seul, en dehors du lycée, m'a conforté dans mon goût pour les mathématiques et ces choses-là. Quelle a été la plus grande avancée de la science dans les 200 dernières années? Mais personnellement, moi, ce qui m'a le plus étonné, émerveillé, et qui m'émerveille d'ailleurs tous les jours, c'est les avancées en logique mathématique. D'une certaine façon, avant le 19e siècle, on faisait des mathématiques, on faisait de la physique, mais particulièrement des mathématiques, sans trop bien savoir ce que c'était que le raisonnement mathématique. Il y avait bien les conceptions d'Aristote sur la logique, mais ces choses-là n'étaient pas claires, et surtout, elles ne recouvraient pas du tout ce que font les mathématiciens. Donc, au cours du 19e siècle, mais surtout au cours du 20e siècle, le développement de la logique mathématique a rendu ça, je dirais, parfaitement clair, et on a découvert des choses absolument étonnantes et magnifiques. La théorie des ensembles, c'est quelque chose de formidable. Les résultats d'incomplétude, c'est un certain nombre de résultats et d'interrogations sur ce que c'est que les mathématiques, sur ce que c'est que développer des raisonnements formels et ce qu'on ne peut pas faire avec certains types de raisonnements formels. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Quelle place doit occuper la science dans la société? Alors je pense qu'elle doit occuper une grande place, beaucoup plus qu'elle l'occupe aujourd'hui, tout simplement parce que la science, pour moi, c'est le moyen le plus sérieux, le plus rigoureux d'accéder à la vérité, d'accéder à la réalité des choses, des techniques. Et donc quand on doit prendre des décisions de nature politique, c'est quand même bien d'être informé convenablement, donc en particulier l'aide de la science. Je suis étonné un petit peu en France du peu de rôle que les scientifiques jouent en général dans le monde politique. Et il se produit autre chose aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de méfiance systématique vis-à-vis de la science, qui se développe plutôt, on le voit à propos des problèmes de la vaccination. Et ça, c'est très navrant, et peut-être que c'est dû justement au manque de culture scientifique de base de nos hommes politiques. Je pense qu'il y a quelque chose d'inquiétant et que l'évolution se fait plutôt négativement aujourd'hui à cause de la méfiance généralisée qu'il y a vis-à-vis de la science. Et ça, je trouve ça absolument regrettable, il faut lutter contre ça. Y a-t-il un critère de la science? Alors bon, les philosophes sont beaucoup intéressés à cette question-là, et je pense que si on veut avoir un point de vue modéré à cette question-là, il faut dire ce n'est pas simple. En fait, ce qui fait la différence, je pense, entre un raisonnement scientifique ou une activité scientifique, une production de savoir scientifique et quelque chose qui n'est pas scientifique, c'est la rigueur et l'échange et la discussion qui est associée à cette production. Donc il y a des choses qui sont à la limite de la science, il faut le reconnaître, donc qu'on peut considérer comme scientifiques ou pas, et il y a des domaines, par exemple, je sais pas, la recherche sur l'origine de la vie, bon, c'est très hypothétique, c'est très... mais malgré tout, on peut considérer que c'est de la science, quoi qu'on n'arrive pas à des certitudes sur ces questions-là, par exemple, parce que tout simplement, on propose une théorie, donc c'est une hypothèse,
elle est discutée, elle est contestée. On essaie vaguement de faire des expériences en laboratoire pour confirmer ou au moins aller dans le sens de cette théorie. Et puis quelqu'un d'autre propose une hypothèse totalement différente. Bon, elle est discutée. Voilà. Mais ça va être encore une activité scientifique. Maintenant, autour de cette question-là, par exemple de l'origine de la vie, évidemment, il y a des choses un petit peu limites qui s'introduisent, comme par exemple la panspermie. Est-ce que finalement la vie sur Terre serait pas liée au fait qu'on a reçu des molécules qui auraient enclenché le phénomène? Donc on glisse petit à petit vers des choses qui vont, je ne dirais pas être de la science-fiction, mais en fait être des choses extrêmement hypothétiques. Donc moi je ne pense pas qu'il y ait un critère net, clair, définitif de ce que c'est qu'un travail scientifique. En revanche, je pense que la capacité à discuter, à mettre en œuvre évidemment un certain nombre de techniques, les techniques expérimentales, l'utilisation des mathématiques, etc., tout ça, ça contribue à créer un mode d'échange et de production rigoureux, vérifié, attesté, confirmé, falsifié s'il faut, qui fait que voilà, il y a des choses qui sont scientifiques et des choses qui ne le sont pas du tout. La recherche doit-elle tenir compte des polémiques publiques ? Oui, je pense. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Je sais pas. Par exemple, on parlait de la vaccination. Et peut-être qu'il y a besoin d'affiner un certain nombre de recherches ou d'études ou de mener d'enclencher des protocoles impliquant un beaucoup plus grand nombre de personnes ou de mener de nouvelles statistiques pour convaincre les gens qui doutent ou qui pensent que la vaccination est dangereuse. Et donc il y a toutes sortes de problèmes où effectivement la science doit intervenir. Il n'y a pas de doute, et je pense que la FISE, là-dessus, joue un rôle très, très important. Je sais que la FISE est parfois contestée. Moi, je suis un grand défenseur de la FISE, et je suis convaincu qu'à chaque fois, elle le fait de manière honnête. Et c'est ça le principe, et ce qui fait la force de la FISE, c'est que des points de vue contradictoires peuvent s'exprimer au sein de la FISE. Donc il y a des choses qui ne sont pas si simples que ça, qu'on ne peut pas traiter et arriver à une conclusion blanc ou noir toute simple. La FISE est prête à mener ce genre de débat contradictoire et à exposer éventuellement diverses thèses qui s'opposent. Et je pense que c'est exactement ça qu'on attend d'une association comme la FISE pour traiter le plus rigoureusement possible, c'est-à-dire le plus scientifiquement possible, les questions qui agitent notre société et qui ont un côté scientifique. Oui, moi je suis étonné par le manque de rationalité en général, hein, chez tout le monde, mais chez les journalistes, avec lequel on manipule les chiffres et où on accorde beaucoup d'importance à des choses qui en ont relativement peu et peu d'importance à des choses qui en ont beaucoup. Un exemple très simple, c'est que si on comptabilise le nombre de morts par an dus au terrorisme et le nombre de morts par an dus au tabac, on va accorder beaucoup plus d'importance dans l'actualité à tout ce qui concerne le terrorisme, etc., que ce qui concerne le tabac. Et ça va se traduire très concrètement par des dépenses publiques, des dépenses générales, bien plus importantes pour lutter contre cette chose qui représente 1/100 par rapport au tabac. Et je trouve que c'est absurde et que c'est un comportement collectif qui est irrationnel. Je trouve ça navrant. Je pense que les journalistes devraient avoir une sorte de formation qui les force à reconsidérer les chiffres et à peser la réalité des choses. Et eux devraient faire l'effort aussi après de s'efforcer de ne pas tomber dans les pièges en fait du sensationnalisme, des choses qui font peur plus que d'autres, etc., pour rééquilibrer l'information et que l'information soit en gros, entre guillemets, proportionnelle aux faits, aux dangers qui nous concernent tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de la FIS Science et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone Afis Science.
De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, au revoir.